Tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien. J'ai vu l'ampleur des abus ne cesser d'augmenter. J'ai vu l'âge des victimes diminuer de plus en plus. Sans frontières ni régulation, Internet a entraîné l'explosion d'un fléau mondial, la pédocriminalité. Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communautés sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes. Derrière leurs écrans, les enfants sont des proies bien réelles pour des prédateurs sans limite, qui profitent d'un anonymat sans cesse renforcé par la technologie. Je ne comprends pas comment ces PDG de l'industrie de la tech peuvent se réveiller tous les matins en se disant « c'est génial, tout va bien ». Face à l'ampleur du phénomène, la communauté internationale s'organise. Ce film est le fruit de 4 ans d'enquête dans 8 pays, de la France aux Philippines, en passant par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, aux côtés des services de police et des organisations qui traquent les prédateurs et luttent au quotidien pour la sécurité des enfants. Der Fall Aileen, ist endlich gelöst. Denn der Tatverdächtige hat den grausamen Mord an der erst 14-Jährigen aus Baden-Württemberg gestanden. En avril 2022, Yann P., 29 ans, propose à Aileen, 14 ans, de discuter sur Snapchat. Commence alors une correspondance qui va durer 3 mois. Nous avons analysé en détail le téléphone portable d'Aileen et on a pu constater qu'elle avait connu l'accusé sur Snapchat fin avril 2022. Ils ont ensuite échangé plusieurs messages par jour, plus de 7000 au total, jusqu'au moment des faits. Ces messages montrent que l'accusé cherchait à obtenir des photos dénudées. Il s'agit donc bien de contenu à caractère sexuel. Aileen a grandi dans un environnement très protégé, entourée d'amis. C'était une élève comme tant d'autres. On l'a décrit comme timide et réservée dans la vie, mais elle était très différente sur Internet. L'accusé a réussi à la manipuler pour qu'elle lui envoie ce genre de photos. L'emprise est forte, les messages incessants. Aileen se laisse convaincre d'envoyer sa première photo nue. Au fil des semaines, Yann P. en exige toujours plus, ainsi que des vidéos de masturbation. Il établit les règles. Les messages deviennent de plus en plus oppressants. L'homme veut la voir en personne, mais l'adolescente refuse. Jusqu'à ce 21 juillet 2022, où l'homme ne lui laisse plus le choix. Il la menace d'envoyer toutes ses photos et vidéos intimes à sa famille. Terrorisée, Aileen cède. Et à 16h49, Yann P. a parcouru 300 km pour venir chercher Aileen. Le dernier message qu'elle envoie depuis la voiture est pour sa mère. L'homme prend la route pour remonter dans le Land de Hesse. Le bornage des téléphones et les vidéosurveillances des aires d'autoroute ont permis de retracer les dernières heures d'Aileen. Vers minuit et demi, il emmène l'adolescente dans la forêt de Longuns, où il tente de la violer. Puis il l'étrangle, remet son corps sans vie dans la voiture et parcourt encore 30 km jusqu'au lac de Teufelsee. Il y abandonne le corps dénudé d'Aileen, qu'on ne retrouvera que 7 jours plus tard.
Le 13 juin 2023, Jan P. comparaît devant le tribunal de Giessen, dans le Land de Hesse. On en apprend plus sur son parcours. À l'âge de 14 ans, il a tenté de violer et d'étrangler une fille de 11 ans. Après 10 ans d'internement en hôpital psychiatrique, Jan P. a dû se soumettre à un suivi médical pour contrôler ses pulsions sexuelles. Jusqu'en janvier 2022, où ce suivi a pris fin. Tout juste 4 mois avant ses premiers échanges avec Eileen. Je peux vous dire, sur la base de ma longue expérience professionnelle, que je ne vois aucune négligence de la part des autorités. Et même s'il avait encore été sous surveillance au moment des faits, le crime, aussi terrible que cela puisse paraître, n'aurait pas pu être évité. Le 28 septembre 2023, Jan P. a été condamné par le tribunal de Giessen à la prison à vie pour tentative de viol et meurtre. Les juges ont assorti la condamnation d'une détention de sûreté, mesure qui pourra être prolongée indéfiniment compte tenu de la dangerosité du condamné. Jan P. a fait appel. Souvent, les enfants et les adolescents ne se rendent pas compte de la vitesse à laquelle le numérique peut devenir réel. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Pendant plus de 3 mois, il n'y a eu qu'une communication par chat qu'Eileen a complètement sous-estimée. Tout à coup, cet homme se retrouve à sa porte et quelques heures plus tard, elle est morte. Pour moi, c'est un message très important pour les parents, les écoles et les enfants eux-mêmes. Il s'agit d'un danger à ne surtout pas sous-estimer. Je crois qu'il y a une forme de déni. On fait comme ça, en espérant que tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce que ça arrive à vos enfants. Les gens ne se rendent pas compte du risque encouru par leurs proches. Vous mettez un enfant seul sur un iPad pendant 30 minutes et il peut se faire extorquer. Ça ne prend pas des jours, des semaines, des mois ou des années. Ça ne prend que quelques minutes pour que quelque chose de grave arrive. Parce qu'on a l'illusion d'être en sécurité. On croit que ce qui se passe sur Internet reste sur Internet, que c'est un monde virtuel, qui a la vie hors ligne et la vie en ligne. Mais tout ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul monde et tout est poreux. Willkommen am Hilfetelefon, hallo? Vielleicht noch einmal kurz, wie alt ist Ihr Sohn? Er ist 12, okay. 38, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur la situation de votre fils? J'aimerais quand même revenir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure par rapport aux envies suicidaires. C'est quand même des mots qui ne sont pas anodins. S'il a dit ça, c'est vraiment que c'est quelque chose, c'est une situation qui le touche. Partout dans le monde, le nombre d'enfants victimes de pédocriminels sur Internet explose. Les lignes d'écoute sont les témoins quotidiens de la détresse des parents et des adolescents. Donc c'est ta cousine qui est embêtée par un utilisateur qui lui demande c'est quoi, des photos à caractère sexuel? Et qu'est-ce qu'il lui demande du coup en échange de la non-diffusion de la vidéo? D'accord, il veut d'autres photos ou d'autres vidéos de parties de son corps. Est-ce que ta cousine elle a répondu à ses attentes à lui? C'est important que surtout elle ne fasse rien qu'elle n'ait pas envie de faire. Quel parent, aujourd'hui, dans un square, va laisser seul dans un bac à sable son enfant avec 15 adultes autour de lui sans aucune surveillance? Personne. C'est ce qu'on fait tous les jours sur Internet et il n'y a pas que 15 adultes. Internet est un véritable Eldorado pour les prédateurs sexuels. Les enfants passant entre 3 et 7 heures en ligne chaque jour, les pédocriminels ont l'embarras du choix. Jeux vidéo, réseaux sociaux et même sites de rencontres dédiés. Jusqu'à sa récente fermeture, le site Omegle affichait son slogan « Talk to strangers », parle avec des inconnus. Très populaire dans les cours de récré, totalement méconnu des parents, ce site de chat, texte et vidéo pouvait mettre en relation des adultes avec de très jeunes enfants. En se faisant passer pour une fille âgée de 13 ans sur le chat, nous recevons des demandes de discussion immédiates et sans équivoque.
bien en attente de la section P4 du parquet de Paris. Nous allons vous répondre dès que possible. Au centre de lutte contre les criminalités numériques à Pontoise, en région parisienne. Oui, bonjour, comme Cyber, C3N à Pontoise. La gendarmerie nationale s'infiltre dans différents chats et forums. Les enquêteurs se sont créés des légendes, de faux ados de 13 ou 14 ans, qu'ils connectent tous les jours. Il suffit littéralement de 2 minutes pour recevoir des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel. Ouf. 1, 2, 3, 4... Il y en a déjà qui me demandent si je veux mater. Hein. J'ai une vidéo. Ce que je veux voir, c'est qu'il y a la télé en face. Ça a l'air d'être du BFM. J'en ai un là. Il me demande dans un premier temps si je veux gagner de l'argent. Il me demande si je veux venir chez lui pour lui montrer ma culotte. Pour l'échange d'argent? Ouais. Ah bah, bien. Et il a quel âge, à peu près? Pour l'instant, déclaré 40 ans. L'enquête sous pseudonyme permet aux gendarmes de lutter en amont contre le grooming, sollicitation sexuelle de mineurs en ligne. Quand le prédateur propose un rendez-vous à ce qu'il pense être un mineur, les gendarmes s'y rendent pour interpeller l'homme. Généralement, quand on interpelle ces gens et qu'on exploite les différents supports numériques, on voit de très nombreux contacts. Une des façons de faire des prédateurs, c'est de contacter de très nombreux jeunes en même temps. Et quand le prédateur se rend compte qu'il y a un mineur qui répond positivement et qu'il a une accroche, il va éluder les autres et se concentrer sur celui-là. Au Royaume-Uni, au pays de Galles, à l'université de Swansea, une équipe multidisciplinaire a passé en revue plus de 600 chats de prédateurs sexuels condamnés pour grooming. Le but ? Décrypter le langage utilisé par ces hommes et essayer de déterminer un schéma de prédation. Tout d'abord, les prédateurs vont demander « Ça te dérange de parler avec quelqu'un de plus âgé ?» Une fois que cette barrière est tombée, ils poursuivent la discussion. Ce qui ressort très nettement aussi, c'est le fait qu'ils imposent le secret. C'est mieux si tu n'en parles pas à maman et à papa. Ils ne comprendraient pas notre relation. Le grooming, c'est avant tout de la manipulation. C'est pour ça que si des parents apprennent que leur enfant est allé au centre commercial voir quelqu'un qu'il a rencontré en ligne, un prédateur, leur réaction sera « Mais je t'ai dit de ne jamais suivre un inconnu ». Et l'enfant va répondre « Mais ce n'est pas un inconnu. C'est mon meilleur ami. Il en sait plus sur mon journal intime que vous. Il me connaît mieux que vous. Et il m'aime plus que vous ne m'aimez. Il prend soin de moi. Il m'achète des cadeaux, il me dit que je suis belle, intelligente et que jamais vous n'auriez dû me confisquer mon iPhone. Quand l'enfant résiste, les prédateurs se font de plus en plus agressifs. L'application de messagerie Snapchat permet de géolocaliser ses utilisateurs, une fonction activée parfois sans qu'ils le sachent. Les prédateurs s'en servent pour menacer l'enfant de venir le voir chez lui. Le prédateur va chercher sur Internet tout un tas d'informations et plus l'empreinte numérique du mineur sera importante, plus le prédateur va trouver des informations pour menacer l'enfant. Et tout ça va aider dans le processus de menace pour pousser l'enfant à aller de plus en plus loin dans la nudité et dans les actes sexuels qu'il va accomplir sur lui-même, pouvant parfois pousser l'enfant jusqu'à accomplir des actes sur un membre de la fratrie, sur le petit frère ou sur la petite sœur. Une récente étude de l'ONG We Protect Global Alliance, menée sur des jeunes de 18 à 20 ans, dans 54 pays, montre qu'un jeune sur 3 affirme avoir été sollicité sexuellement en ligne pendant son enfance. En Allemagne, comme dans tous les pays occidentaux,
le grooming est devenu un phénomène de masse, sous-signalé aux autorités, car totalement intégré par les enfants eux-mêmes. C'est regrettable, mais sur Internet, le grooming est vraiment devenu une normalité. Sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Avec les photos, les agresseurs voient tout de suite s'il s'agit d'un enfant ou non. Mais sur les jeux en ligne, c'est encore plus facile. Parce qu'ils vont jouer avec l'enfant, commenter la partie et proposer de passer sur WhatsApp pour rejouer ensemble plus tard. En 2017, face à la montée en puissance des cas de grooming, Europol lançait une grande campagne de prévention. L'objectif, sensibiliser au fait qu'il est impossible de savoir qui se cache derrière un profil. Certains prédateurs ciblent majoritairement les filles, afin de leur soutirer du contenu à caractère sexuel pour leur propre plaisir. D'autres s'attaquent essentiellement aux adolescents garçons pour utiliser le contenu intime comme moyen de chantage financier. Ce type de sextorsion s'est étendu jusqu'aux réseaux criminels d'Afrique de l'Ouest. On observe à l'Office donc une explosion de ces signalements pour des faits de sextorsion. Pour vous donner un ordre d'idée de cette augmentation, en 2020, on recevait quelques dizaines de signalements pour des faits de sextorsion, et alors qu'en 2023, on en a déjà reçu près de 8000, dont 1300 ont été reçus seulement ces 30 derniers jours. Pilot Mound, au centre du Canada, 627 habitants. En février 2022, dans l'une de ses maisons, un garçon de 17 ans, Danny Lins, est seul chez lui. Il est censé rejoindre ses parents au cinéma en fin d'après-midi, malgré la tempête de neige qui se déchaîne ce jour-là. Il passe du temps sur les réseaux sociaux quand il reçoit un message d'une jolie fille sur Snapchat. Très vite, il migre vers Instagram. Ce qu'on a compris, c'est que ce réseau criminel établi sur un autre continent l'a complètement berné, en lui faisant croire qu'il échangeait avec une très jolie fille. Mais ce n'était qu'une tactique pour le faire chanter. Et apparemment, tout s'est passé en quelques heures. C'est terrorisant. Certains enfants paniquent complètement, ils ne voient aucune issue. Donc Danny s'est suicidé. Sa famille est rentrée à la maison et a découvert... Vous savez, ce jeune homme avait des sœurs. Elles ont perdu un frère. Les parents ont perdu un fils. Tous ont perdu leur avenir. Au Centre canadien de protection de l'enfance, à Winnipeg, environ 50 signalements sont traités chaque semaine. Selon leurs derniers chiffres, 84% des cas de sextorsion se passent sur Instagram et Snapchat. Et 91% des victimes sont de jeunes garçons. Quand on est face à un problème tel que la sextorsion, il est très important de comprendre ce qui est en jeu. Comme tout le monde, on a vu une explosion de ce genre de dossiers. Et l'on constate que ces réseaux organisés sont de plus en plus doués. Ils savent exactement quelles vulnérabilités exploiter, comme la découverte du corps chez les adolescents. Et les garçons sont surreprésentés dans ce type d'extorsion. Harcelé par des escrocs situés à des milliers de kilomètres, Danny s'est senti tellement désespéré
qu'il a mis fin à ses jours seulement 3 heures après le début du chat. En France, à Rennes, c'est en seulement 2 heures que Quentin s'est poignardé en direct face à celui qui l'extorquait. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, Walker, Braden, Carter, Gavin, James, Waylon, de jeunes garçons qui ont payé pour qu'on ne diffuse pas leurs images et qui ont vu le piège se refermer sur eux. Payer, c'est continuer à être harcelé, alors que le meilleur des messages est celui de ne pas payer et de ne pas répondre à ça. L'isolement peut être le fruit d'un process autodestructeur très puissant, alors que le sujet est assez simple et que le risque est finalement assez faible, voire inexistant dans la plupart des cas. Et c'est pour ça que le message qui doit être délivré par tout le monde, c'est celui du « c'est pas grave ». Ça n'est pas si grave. Pour moi, il est vraiment temps d'avoir une conversation avec vos enfants et de leur expliquer les risques. Si vous tombez sur une fille en ligne que vous venez juste de rencontrer et qui vous demande de lui envoyer des nudes, respirez un grand coup et prenez le temps de vous demander si c'est judicieux. Parce que le risque que cette personne soit en fait un homme, en Afrique ou aux Philippines, qui tente de vous extorquer est vraiment élevé. En 2009, l'ONU estimait qu'à chaque instant, 750 000 prédateurs sexuels seraient connectés. 15 ans plus tard, selon les experts, ils seraient 3 fois plus nombreux, soit près de 2,5 millions. Et le premier endroit où ils vont chercher des images d'enfants, c'est sur les réseaux sociaux des parents. En Allemagne, une photo sur 4 trouvée sur les ordinateurs de pédocriminels provient de Facebook ou d'Instagram. En France, un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos et vidéos sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Le narcissisme numérique qualifie le fait que beaucoup de personnes aiment se mettre en scène sur Internet et prennent des risques dans le but d'obtenir des likes et des abonnés. Mais tout le monde devrait être conscient que les photos d'enfants postées en profil public risquent de se retrouver sur des sites de prédateurs sexuels. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres. Après des mois d'enquête de la police et de la gendarmerie, la plus vaste opération en France d'interpellation contre la pédocriminalité. 80 personnes ont été arrêtées dans 53 départements. Parmi les arrestations, des profils jugés inquiétants par les enquêteurs. Par exemple, un professeur des écoles, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une de ses élèves. Des photos d'enfants dont il était en charge ont été trouvées chez lui. Autre profil, un surveillant dans un foyer d'enfants handicapés. 51 personnes ont été présentées à la justice. Les coups de filet menés par l'Office mineur de Nanterre sont de plus en plus conséquents. En 2020, lors d'une opération visant 65 suspects sur tout le territoire, l'un des 10 pédocriminels les plus recherchés au monde avait été arrêté dans la région de Bordeaux. Cantonnier du village, père de famille, il violait ses 2 filles et partageait les images. Il vient d'être condamné à 20 ans de prison. Ce que je peux vous donner comme chiffre pour essayer de se représenter la menace pédocriminelle, c'est de vous dire qu'à l'Office, on reçoit chaque jour 700 signalements d'internautes qui échangent et qui visionnent des contenus pédocriminels en France sur Internet. En Allemagne, les coups de filet menés par la police criminelle conduisent à des centaines d'interpellations chaque année. Chaque seconde, 2 images de viol d'enfants sont téléchargées sur Internet dans le monde. Ces échanges peuvent être repérés par les forces de l'ordre grâce à des logiciels de détection tels que celui mis au point par l'ONG Child Rescue Coalition. Nous avons formé des officiers de police dans plus de 100 pays à travers le monde. C'est un outil révolutionnaire pour cibler les prédateurs qui consomment, échangent et téléchargent du contenu pédocriminel
mais aussi ceux qui passent à l'acte sur des enfants. Les données que nous fournissons donnent une idée précise de l'ampleur de la menace partout dans le monde. Ces cartes montrent le nombre d'échanges de fichiers pédocriminels en 1 heure de temps, sachant que chaque point peut représenter jusqu'à plusieurs centaines d'ordinateurs. En raison de ces serveurs très performants et peu coûteux, l'Europe stocke à elle seule 66% de ces images d'abus sexuels d'enfants. En 2023, les Pays-Bas restent le pays qui héberge le plus de contenu pédocriminel en Europe. L'Allemagne est en 4e position, la France en 5e. Cachés derrière des pseudos, perdus dans la masse des connexions quotidiennes, les pédocriminels repoussent les limites de l'imagination. En 2010 est apparu un nouveau phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec les progrès technologiques, le live streaming. Le live streaming est le fait de commander et d'acheter en ligne des sessions en direct ou enregistrées d'agressions sexuelles, de viols, parfois accompagnés d'actes de torture et de barbarie, d'enfants, lesquels sont très souvent prépubères. C'est un phénomène qui est principalement remarqué aux Philippines, mais qui a tendance aussi à se développer dans d'autres pays pauvres du globe. Pendant longtemps, la Roumanie a été victime de ces phénomènes en tant que pays producteur de live streaming. Ils ont réussi dernièrement à enrayer le phénomène. Donc principalement actuellement, les dossiers que nous traitons ici à l'OFMIN sont des dossiers qui viennent d'actes commis depuis les Philippines. Pour les forces de police, l'infiltration est le seul moyen d'atteindre les commanditaires de ces viols. Aux États-Unis, le Homeland Security Investigations, ou HSI, est avec le FBI l'une des 2 agences gouvernementales qui a pour mission d'enquêter sur la cybercriminalité. Avec cette particularité de cibler les crimes commis hors des frontières américaines, partout sur la planète. On a vu la demande pour ces viols en live streaming exploser, particulièrement aux Philippines. Et on le sait de façon très concrète parce que nos agents sous couverture ont été contactés par un nombre considérable de trafiquants qui leur proposaient des shows. Le nombre de commanditaires a augmenté en conséquence. So I have 3 different people calling me right now. Hey. Hello. What are you doing? Just wake up. You just wake up? Hey, you said your daughters are there? Yes, yes. Hi. Is she getting ready for school? Yes. Okay. En se faisant passer pour des pédocriminels, les agents américains tissent des relations avec les trafiquantes qui sont le plus souvent les propres mères des victimes. Des mois de conversation à faire croire qu'ils veulent payer pour des viols en direct, avec l'immense difficulté de s'arrêter avant l'exécution des viols, tout en maintenant un lien de confiance. Il n'y a pas d'horaire de travail pour ces gamins. Quelle que soit l'heure à laquelle un homme appelle une trafiquante pour payer pour un show, à 2 ou 3 heures du matin, ses enfants sont réveillés. Et ça, je le sais parce qu'elles me disent « Hey, je peux les réveiller tout de suite ». Les commanditaires de viol en live streaming sont aussi en grande partie des hommes qui voyagent aux Philippines pour abuser directement les enfants. Les trafiquantes ont l'habitude de vendre leurs enfants face à la caméra, mais aussi physiquement à ces hommes. Pour les agents sous couverture, c'est l'opportunité de leur tendre un piège. Because I thought when I come, I'm going to be there in 2 weeks. Are you alone go? Oh, when I go to the Philippines? You mean when I go to the Philippines? Is it just going to be your two daughters? Yes.
Okay. How old are they again? 11 and 8. 11 and 8. They'll do that? Yeah. How much is that? 20? Each? All right, that's a deal. Quand j'ai commencé à travailler sur ces affaires, la toute première trafiquante me disait qu'elle pouvait abuser de son enfant pour une somme aussi dérisoire que $10. Je dirais que la moyenne aujourd'hui, c'est entre 20 et $60. Ce sont de toutes petites sommes, mais c'est la fréquence des paiements qui est alarmante. Ces hommes ne vont pas se contenter d'un seul show, ils établissent une véritable relation avec les trafiquantes. Ils les contactent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On parle de centaines de clients à l'échelle mondiale. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour ces enfants, d'être perpétuellement mis devant la caméra, d'être forcés de se toucher ou d'être abusés, violés, blessés physiquement. N'importe quelle abomination imaginée par quelqu'un, quelque part, sera infligée à un enfant. Et pour vous donner une idée, l'âge moyen des enfants qu'on a sauvés est entre 7 et 9 ans. Le plus jeune qu'on a réussi à secourir grâce à nos enquêtes avait 2 mois. Quelques jours après les dernières discussions de Jack avec les trafiquantes, toutes les cibles sont identifiées et localisées. Une partie de l'équipe du HSI vient d'atterrir aux Philippines pour mettre au point l'opération de terrain avec la police locale. In general, did you go over basically, do you give them an overview of the different targets that we have and a basic timeline, or how they work? And I'm also curious about how many units they have available. So, yeah, I guess I could just kind of go into what we learned today, right? And the reason we said it went well is just because I guess we weren't shut down on a lot of things, and it was more, they were listening, asking questions, and it was a, how can we make this happen, essentially? So it sounded very promising. Les Philippines sont un archipel de 7641 îles situé en Asie du Sud-Est et comptant près de 111 millions d'habitants. « 20% de la population vit dans une extrême pauvreté. Le pays est une destination de prédilection des prédateurs, l'exploitation sexuelle des enfants y étant systémique. Pour les forces de police étrangères qui enquêtent sur le live streaming aux Philippines, la tâche est compliquée par une loi spécifique à ce pays. Les preuves numériques ne suffisent pas. Il faut que quelqu'un soit témoin direct du crime sur le point de se produire pour pouvoir interpeller le suspect. Si on a une vidéo d'un trafiquant en train d'abuser sexuellement un enfant et de lui faire du mal, et si on peut identifier la victime et l'abuseur, eh bien cette vidéo, même si elle montre le crime en train de se produire, n'est pas une preuve, car il n'y a pas de témoin direct du crime. Donc, on est obligé d'employer d'autres techniques d'enquête pour pouvoir intervenir. Pour mener sa mission à terme, l'agent spécial a loué une villa et fixé un rendez-vous avec la femme qui lui proposait ses 2 filles de 11 et 8 ans. Des caméras de surveillance permettent aux policiers cachés à l'extérieur de suivre l'échange. Dès que la trafiquante touche l'argent, Jack donne le signal à l'équipe d'intervention. En 15 jours, les agents du HSI et les policiers philippins ont pu conduire 3 opérations, permettant de libérer de ce trafic 11 enfants, dont le plus jeune était âgé de 5 mois.
L'exploitation sexuelle de mineurs en ligne, et en particulier les viols diffusés en direct, sont un crime lié à l'offre et à la demande. Les enfants sont abusés sexuellement aux Philippines pour répondre à la demande de délinquants sexuels à travers le monde. Et parce que des commanditaires sont prêts à payer pour ça, ça rend le business très lucratif aux Philippines. Si personne n'était prêt à payer, tout ça n'existerait pas. Donc, on ne doit pas se leurrer, c'est bien la demande qui crée l'offre. Ces clients dispersés partout dans le monde perdent leur anonymat quand les trafiquantes sont neutralisées. Les agents américains ont accès aux noms et adresses de connexion des commanditaires et les envoient aux forces de police du pays où ils résident. Grâce à cet échange de renseignements, les enquêteurs de l'Office mineur de la police judiciaire de Nanterre ont pu interpeller un homme de 31 ans quelque part en France. Dès le début de la garde à vue dans le commissariat local, la priorité est d'analyser tout le matériel informatique appartenant aux mises en cause. Ça me paraissait court comme. Parce que celui-là, il fait 128 Go, je crois, mémoire. Oui, il a mis un message d'erreur. Mais... Le grand noir, c'est celui qu'il avait dans l'appartement. Enfin, croit-il se rappeler? Le grand noir? Ouais. Non, mais il nous a dit qu'il s'en servait. Oui, c'est ça, c'est celui qu'il utilisait à l'époque et sur lequel il est plus susceptible qu'il reste des choses. Les autres, il dit que c'est possible, mais qu'il y a plutôt des traces de connexion ou de trucs. Non. Pas de portefeuille, pas de carte bancaire, il a que des cartes virtuelles en paiement numérique. Pas de bijoux. Voilà. Le téléphone, il est déjà saisi expat, donc pas besoin. Moi, c'est du contenu, là. Allez, il y a du contenu? Ah ouais, je pense qu'il va en avoir beaucoup. Oui, c'est le téléphone. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit que sur le téléphone, on trouverait beaucoup de contenu, hein, donc ça correspond. Il n'y a que ça quasiment en vidéo. Garçon ou fille? Normalement, il fait que les filles. Mais bon. Bon, il l'a dit, hein, depuis qu'il est ici, il fait l'essentiel de son activité pédo sur son téléphone portable. C'est ce qu'il nous a déclaré. A priori, c'est conforme. Mais effectivement, il y a une masse de contenu. Hein. Puis c'est que des jeunes. Hein. Jeunes. Hein. Non, là, c'est 9 minutes, je pense que... Il est complètement frappé. Hein. Moi j'aurais. Oh, je sais pas. Ouais, elle est pubère. Hein. Ah ouais, avec ses petits seins. Ouais. Tu lui donnerais quel âge? 13-14 ans. Ah ouais? Là, de ce que vous avez aperçu vite fait, vous diriez qu'il y a du moins de 5 ans ou pas sur la détention? Pour le moment, je pense pas. C'est quand même, ça a l'air d'être un peu plus vieux. Ouais, entre 5 et prépubère, quoi. Les enquêteurs travaillent en lien direct avec le substitut du procureur de la section mineure du parquet de Paris. La directrice d'enquête mène les auditions du mis en cause et rapporte les éléments au magistrat qui peut décider de prolonger la garde à vue toutes les 24 heures. Oui, monsieur Brouillet, bonjour. On l'a interpellé à 15h15 hier. Ok, parfait. Dans l'appartement, on a trouvé un téléphone, un ancien téléphone et des paires de chaussettes d'enfants qui traînaient. C'est la photo que vous m'avez envoyée. Voilà ce que je vous ai envoyé. Ensuite, on est allé au domicile chez sa mère. Ok. Il y avait 6 ordinateurs portables. Oh putain. Ouais. Il y avait des disques durs ou pas? Il y a des disques durs aussi. En plus. Ouais. Je vais vous dire, il y a 4 disques durs externes, 1 disque dur interne et 6 ordinateurs portables et 3 tablettes. Ok, donc tout ça c'est parti à l'expat. Vous avez fait comment là? Vous avez réussi à tout brancher? Vous avez fait Ah non, ils ont branché l'ordinateur qu'il a utilisé le plus récemment et son téléphone portable qui est branché aussi. Ok. Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats de l'ordi? Alors j'en ai déjà quelques-uns. Pour l'instant, il y a énormément de conversations avec par WhatsApp et Telegram, avec des échanges d'images et de vidéos avec des enfants et à caractère pédo. Hein. Non, on a déjà de la pédo dans le portable oui. Et dans l'ordi. Moi,
comme d'hab, ce qu'il faut bien, c'est des dates des échanges Oui. Avec les Philippines et puis des pénétrations, quoi. Oui. Essayer de voir si on a des viols ou pas. Ouais, c'est ce que... Parce que, comme d'hab, de toute façon. Par exemple, il nous dit que le dernier show qu'il a eu, c'était hier, donc avant-hier maintenant, où l'enfant a baissé sa culotte et a senti les chaussettes. Ah, donc il a eu il a eu des shows jusqu'à hier. Oui. Enfin, hier, avant-hier maintenant. Oui. Bah, faut commencer par ça. Ça marche. Bon, bah, je vous laisse continuer. On fait le point ce soir. Allez, bon courage. En se passant en direct, le live streaming ne laisse pas de traces. Il faut donc minutieusement relier toutes les conversations du mis en cause avec les trafiquantes, les heures de connexion sur Skype, WhatsApp ou Telegram et les paiements envoyés. Un véritable travail de fourmi. C'est les 4 photos que vous avez vues en tout petit. J'ai trouvé un truc. Pour le coup. Et en fait, là, il dit For now, I just want see how she looks. How she looks like. We show after you receive my payment. We play when I pay you. Ouais, elle est vraiment gamine. Hein. Ça, c'est du viol. Que des gosses. Que des vidéos d'abus sexuels sur des enfants, des petites filles. Ouais, je pense que... Oui, celles-là, elles sont plus qu'équivoques, ouais. Ah, tu vois. Ouais, j'étais pas allée jusque-là. Est-ce qu'il peut sentir ses chaussettes sur son pied? Elle lui dit, il peut pas éjaculer, il est trop jeune. Et lui dit, bah oui, moi c'est pas ce que je recherche, mais bon, oui, ça. Non, mais là, je veux dire. Donc là, il demande à la mère de sucer son fils de 9 ans. De 4 ans. De 4 ans, celui-là? Oui, celui-là, il a 4 ans. Celui de 9 ans, il est malade. D'accord. Pour les enquêteurs de l'OFMIN, cet homme de 31 ans est l'un des plus importants dossiers de commanditaires de live streaming. Cet homme sans histoire, sans casier, fils de bonne famille, a dépensé en 10 ans plus de 40 000 € pour assister à des viols d'enfants en direct, soit en moyenne un viol tous les 3 jours. Au moment de son interpellation, il prévoyait de voyager aux Philippines pour passer à l'acte lui-même sur les enfants. On estime que entre 25 et 50% des individus qui font de la pédocriminalité en ligne passent aussi à l'acte physiquement sur des enfants. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde. Vous pouvez avoir une personne assise à côté de vous dans le métro qui se livre à de la pédocriminalité en ligne, votre voisin de bureau, votre artisan préféré, la personne qui s'occupe au quotidien de vos enfants. Donc en fait, tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien. C'est la face cachée des personnes que vous voyez tous les jours. Avant, on pensait que ces images étaient produites par des professionnels. On croyait que c'était réalisé par des individus qui allaient dans des orphelinats ou dans des familles vulnérables. Ça nous a pris du temps pour comprendre que les producteurs de contenu sont avant tout les membres de la famille. Comme pour les abus sexuels, qui sont commis en majorité par quelqu'un de la famille, proche de l'enfant. Le 20 novembre 2023, l'Australian Human Rights Institute publie une enquête qui choque l'opinion bien au-delà des frontières de l'Australie. Menée sur près de 2000 hommes âgés de 18 à 65 ans, cette étude révèle qu'un homme sur 6 a une attirance sexuelle pour les enfants et qu'un homme sur 10 est déjà passé à l'acte. La plupart sont mariés et ils sont 3 fois plus nombreux à travailler auprès de mineurs que le reste de la population. Socialement, rien ne permet de détecter un pédocriminel.
C'est quand ils sont arrêtés et expertisés par des psychiatres que l'on commence à accéder à leur psychisme. Si vous dites à un pédophile, ce que vous avez fait a détruit un enfant pour le reste de sa vie, il aura du mal à le reconnaître, parce qu'il va se sentir honteux, voire coupable. Le psychopathe va hausser les épaules et vous fixer sans aucune émotion. L'un d'eux m'a dit une fois, eh bien, ses parents auraient dû lui dire de ne jamais suivre un inconnu. C'est comme s'il ne se rendait pas compte du mal qu'il cause. C'est comme un lion à la recherche d'une proie dans la savane. C'est juste de la nourriture pour répondre à un besoin primaire. Et le sadique, je me rappelle d'un cas que je suivais. Je lui ai dit, ce que vous avez fait a pu traumatiser cet enfant à vie. Il m'a répondu en souriant, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Tout ce qu'il voulait, c'était détruire cet enfant. Il m'a dit, je veux que cet enfant ne m'oublie jamais, qu'il ne cesse jamais de souffrir. C'est pour ça que j'ai choisi un enfant vulnérable. N'oubliez pas que l'abus sexuel est par essence un crime de pouvoir et de contrôle. L'agresseur peut tirer beaucoup d'excitation du pouvoir absolu qu'il exerce sur sa victime. Sur les images analysées à travers le monde, l'âge des enfants victimes ne cesse de baisser. Des viols de nourrissons circulent largement sur le darknet et sur l'Internet classique. Ce qu'on appelle la népiophilie, ou l'attirance sexuelle pour les bébés, est une déclinaison de plus en plus courante de la pédocriminalité sur Internet. Les contenus qu'on voit circuler sur Internet et qui concernent des nourrissons français sont des contenus qui ont pu être tournés, produits, dès la naissance de l'enfant. Vous avez des tutos en ligne qui permettent d'abuser de son nourrisson sans laisser de traces sur son corps. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont commis par des pères au sein même des maternités, juste après la naissance de leur enfant. En parlant avec des agresseurs qui sont attirés par des nourrissons, je leur ai demandé, mais pourquoi un bébé ? Pour eux, ce n'est pas le côté fille ou garçon qui importe. C'est la douceur de leur peau, leurs cheveux soyeux, leur odeur, le son des gazouillis, ou encore la façon avec laquelle ils agrippent leurs doigts. Ce qui est troublant, c'est qu'une jeune maman ou un jeune papa va employer exactement les mêmes termes à propos du lien émotionnel qu'il a avec son enfant. Il va dire « Oh, j'aime la douceur de sa peau, ses cheveux soyeux, le son de ses gazouillis, la façon avec laquelle il agrippe mon doigt. » C'est comme si biologiquement ce lien puissant et normatif glissait vers quelque chose de tout aussi puissant, mais anormal, et même sexuel dans ce cas. Qu'ils soient des parents, des grands-parents, des oncles, des babysitters, les pédocriminels ne se sentent plus isolés. Ils s'organisent, se multiplient, se légitiment. Dans les années 50, si quelqu'un avait des tendances déviantes, il n'avait personne avec qui en parler. Aucun réseau pour discuter ou échanger des vidéos.
Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communauté sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes, ce qui les décomplexe totalement. Sa facilité d'accès, son anonymat et son caractère sulfureux font du Darknet l'un des lieux de prédilection de la communauté pédocriminelle. En quelques clics, on plonge dans cet Internet souterrain où l'on trouve tous les trafics possibles et inimaginables. Armes, drogues, chair humaine, poupées sexuelles gonflables en forme d'enfants ou de bébés. Depuis les premières heures du Darknet en 2012, le HSI enquête en infiltrant sous pseudonyme ses agents spécialement entraînés pour apprendre tous les codes de cette communauté. En étudiant le fonctionnement du Darknet, on a très vite compris que c'était du crime organisé. Il y a des gens en haut de la pyramide et des petites mains qui travaillent sur différentes parties du site. Ceux qui faisaient une veille de l'actualité et ceux qui géraient la distribution des images. On avait aussi les conseillers techniques et ceux qui recrutaient. Là, ça a été un déclic. On s'est dit, il faut infiltrer ces sites pour en apprendre plus, savoir jusqu'où ils vont. En tant qu'infiltré, on doit engager la conversation avec eux. C'est une méthode en perpétuelle évolution, très chronophage et qui demande un certain savoir-faire. On ne doit surtout pas passer pour des novices. Actuellement, le HSI infiltre une centaine de plateformes sur le Darknet. Chacune d'entre elles compte entre 20 000 et 400 000 membres. Plusieurs millions d'individus qui s'échangent des images, mais aussi des manuels du parfait pédocriminel. Il existe plusieurs versions du manuel du pédophile. On le trouve assez facilement, que ce soit sur le Darknet ou l'Internet classique. Le dernier que j'ai consulté faisait 200 pages. Ça parle de tout. Des précautions à prendre, de la quantité de sirop qu'il faut donner à un enfant pour l'endormir, comment le désensibiliser aux violences physiques, le meilleur moment de la journée pour le kidnapper, en combien de temps la police réagit, ou encore comment se défendre au mieux pour répondre de ses actes. Ça fait froid dans le dos. Si les gens savaient ce qu'il y a là-dedans, ils seraient vraiment choqués. À ce jour, au moins 5 manuels du parfait pédocriminel sont en circulation sur Internet. Seuls l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique en pénalisent la possession. Ils restent légaux dans les autres pays européens, dont la France, et aux États-Unis, dès lors qu'ils ne contiennent pas d'images pédocriminelles. Pourtant, illustré ou non, le contenu est sans ambiguïté. Avec d'impensables conseils techniques liés par exemple aux pratiques sexuelles selon l'anatomie des enfants. En 2017, après plusieurs mois d'enquête impliquant les agents de 6 pays, une importante plateforme du Darknet comptant 111 000 membres était ainsi démantelée. Son nom, Elyséum, en référence au lieu des délices dans la mythologie grecque, qui faisait partie des enfers et où séjournaient les âmes des hommes vertueux.
3 administrateurs et un modérateur du site étant de nationalité allemande, c'est la BKA, la police criminelle, qui a pris la direction de l'enquête avec le parquet général de Francfort. Située au 7e étage d'un parking du centre-ville pour des raisons de sécurité, la procureure Julia Busweiler dirige l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet. La plateforme Elysium était accessible uniquement via le Darknet. Le forum comprenait une collection d'images et de vidéos, stockées et triées en différentes catégories. Il y avait une catégorie garçons et une catégorie filles, ainsi que des sous-catégories. Les enfants étaient classés par tranche d'âge, mais aussi par préférence sexuelle. Il y avait des chats qui permettaient aux membres de communiquer entre eux, avec 2 espaces différents, le Girls Lovers Chat et le Tiny Lovers Chat, selon que les préférences sexuelles des utilisateurs étaient liées aux filles ou aux très jeunes enfants. Et là, ils pouvaient discuter entre eux, échanger des idées ou encore publier des liens vers des images. Man geht sehr, sehr freundlich miteinander um. Aber man sieht ja genau hier, dass es wirklich Sammler sind, beziehungsweise es hauptsächlich darum geht, das Material zu tauschen, neues Material zu bekommen. Ja, die Währung ist halt, sind Bilder und Videos. Ne? Das ist ja das gemeinsame Interesse. Genau, eine kommerzielle Variante oder Aspekte gab es hier eher nicht. Gab's nicht. Genau, also dass er jetzt irgendwie verkauft wurde, nee. Okay. Es geht darum, dass man möglichst viel Material im Umlauf bringt, möglichst neues Material verfügbar hält, dass es auch immer richtig eingeordnet war. Das war ja die Aufgabe der Moderatoren auf den Foren, zu gucken, dass die Bilder auch korrekt eingeordnet sind. Genau. Ja. Dann haben wir Fetisches, da geht es ja auch immer um verschiedene Dinge, also ne, wenn man Kinder mit Tieren eben sehen möchte, gibt es ja auch so eine Strömung oder eben mit Urin. Ja, man muss einfach sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt an der Stelle. Genau. Ja, also es wird alles, was irgendwie aus der Fantasie herauskommt und sexuell anregend ist, wird hier abgebildet. Ja. Genau. Auch in Reizwäsche, Kinder, das ist auch so eine Strömung natürlich. Und all das war jetzt hier sortiert, sehr gut abrufbar für die Nutzer, sodass man, wenn man sagt, okay, ich habe eine bestimmte Präferenz, war es eigentlich relativ einfach, sich hier durchzuklicken und das Material dann eben zu finden, was man gesucht hat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même sur le Darknet, on peut être exposé à des poursuites pénales. Les polices du monde entier collaborent entre elles pour infiltrer ces sites. Personne, mais vraiment personne sur ces plateformes ne devrait être certain de ne pas être découvert. Je veux leur lancer un appel. Pensez aux enfants. Vous vous persuadez qu'ils y prennent du plaisir. Ils n'y prennent pas de plaisir. Nous allons les aider, c'est notre mission. Et tôt ou tard, vous devrez rendre des comptes. En 2021, la police criminelle allemande et le parquet de Francfort démantelaient une autre plateforme du Darknet. Boys Town comptait cette fois 400 000 membres. Ça peut être frustrant que les sites démantelés soient parfois de nouveau actifs en seulement quelques heures. Mais ça ne nous décourage pas pour autant. Notre priorité, ce sont les victimes. Donc à chaque opération réussie, c'est un enfant sauvé et des images en moins à regarder. Voilà, parfois on fait tomber des sites, parfois ça ne marche pas, mais rien ne peut nous arrêter. Vous pouvez vous cacher, on vous trouvera. Les images pédocriminelles échangées ne restent pas clandestines. Elles passent du Darknet à l'Internet que nous utilisons tous les jours. Grâce à des algorithmes spécifiques, les entreprises de la tech peuvent détecter ce contenu. Meta ou Google sont à elles seules à l'origine de 95% des signalements envoyés aux plateformes comme FSM en Allemagne, Pharos ou Point de Contact en France, ou encore au Centre canadien de protection de l'enfance. Mais c'est aux États-Unis, là où sont basées de nombreuses entreprises de la tech,
que l'essentiel de ces liens suspects arrive. Le National Center for Missing and Exploited Children, le NCMEC, est un acteur majeur de la lutte contre l'exploitation sexuelle de mineurs en ligne. Fondée en 1984 pour rechercher les enfants disparus, cette ONG a progressivement élargi son action aux nouveaux risques encourus par les enfants avec l'apparition d'Internet. Sur leur plateforme CyberTipLine, entre 80 000 et 100 000 signalements de contenus pédocriminels arrivent chaque jour. Le nombre de signalements sur notre CyberTipLine connaît une croissance exponentielle depuis une dizaine d'années. Et on le doit en partie aux entreprises de la tech qui ont amélioré leurs méthodes de détection. Au NCMEC, comme dans d'autres ONG, on fournit gratuitement des empreintes numériques pour chaque image pédocriminelle connue, afin que ces entreprises puissent les identifier et les retirer. Souvent, les gens se demandent si le problème s'aggrave ou si on le détecte mieux. Mais pour être honnête, c'est un peu des deux. Depuis sa création en 1998, la CyberTipLine est passée de 3 000 signalements par an à 32 millions en 2022, ce qui représente 88 millions d'images identifiées en circulation. Derrière chaque signalement, au moins une victime potentielle. On analyse le contenu. S'agit-il d'un enfant prépubère, d'un jeune enfant ou d'un bébé? S'agit-il d'un acte sexuel, d'une photo de nu? Cet enfant a-t-il déjà été identifié par le NCMEC? Est-ce qu'en plus il y a de la zoophilie, c'est-à-dire un acte sexuel avec un animal? On regarde s'il y a du bondage, du sadisme ou toute forme de violence, même extrême. Et on attribue ces catégories à chaque image que l'on reçoit. L'identification d'un enfant victime dépend largement des informations dont on dispose. Pour certains, on est capable de les identifier très vite. Alors on transmet immédiatement l'information à la police. Mais parfois, ça prend des mois, voire des années. On continue de fouiller dans nos dossiers pour les localiser. On peut le faire grâce à des objets en arrière-plan ou des analyses audio qui permettent de retracer l'origine géographique du contenu. Les métadonnées des fichiers peuvent aussi nous aider. À ce jour, le NCMEC a analysé 322 millions d'images, permettant aux autorités d'identifier plus de 19 000 enfants victimes à travers le monde. Les plateformes et les sociétés d'Internet, pour nous, sont de véritables partenaires, puisqu'en réalité, ce sont les yeux des services d'enquête. C'est par la détection des contenus qu'elles vont faire que nous allons avoir connaissance des faits de pédocriminalité en ligne, que la plupart du temps nous ignorons, puisque ce sont des faits qui sont encore très peu dénoncés par les victimes elles-mêmes. Je pense qu'il faut que ça s'accompagne, nous, en termes de société, d'un véritable mouvement en matière de protection de l'enfance. La question, à mon avis, qu'on doit se poser tous aujourd'hui collectivement, c'est de se demander, est-ce que nos sociétés sont prêtes à sacrifier une petite partie de nos libertés individuelles pour assurer une détection des contenus pédocriminels en ligne et donc protéger des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. We need a permanent answer to counter a persistent threat against children. Still this year, I will propose new permanent EU rules. It's time for all providers to live up to their responsibilities. À la Commission européenne de Bruxelles, Ylva Johansson incarne la polarisation d'un débat qui fait rage. Faut-il obliger les entreprises de la tech à analyser nos communications pour y détecter un éventuel contenu pédocriminel ? Tout ce qui a été fait jusqu'ici repose sur le volontariat des entreprises de la tech. Les seuls qui peuvent voir ce qui se passe dans un chat, un jeu vidéo, un réseau social, ce sont elles. Elles le font depuis plus de 10 ans. Elles détectent et signalent toute trace de violence sexuelle à l'encontre des enfants.
Le problème, c'est que cette surveillance va être complètement interdite au sein de l'Union européenne, ce qui nous rendra totalement aveugles. Fini ces millions de signalements. On ne pourra plus enquêter pour retrouver ces enfants. Accusée d'être à la solde des entreprises qui produisent les outils de détection du contenu pédocriminel, la commissaire Johansson voit son projet fragilisé. Les défenseurs des libertés individuelles redoutent que le règlement européen n'ouvre la porte à une surveillance de masse. Cette régulation en particulier propose des mesures qui vont bien au-delà de ce qui est tolérable dans une démocratie. En fait, cette proposition pousse les géants de la tech à agir comme une police d'Internet au sein de nos communications privées, ce qui leur permettrait de scanner nos messages à très grande échelle. Vous savez, pour les 500 millions d'utilisateurs d'Internet en Europe, dont l'écrasante majorité ne fait rien de mal, le respect de leur vie privée devrait être garanti. D'ailleurs, de nombreuses organisations de journalistes et d'avocats sont inquiets pour l'intégrité du secret professionnel. Il y a un consensus au sein des experts en cybersécurité pour dire que cette proposition n'est pas techniquement réalisable. Au cœur de ce débat, les communications chiffrées de bout en bout, comme sur WhatsApp ou Telegram. Cette technologie garantit que seul l'expéditeur et le destinataire d'un message peuvent le lire. L'assurance d'une confidentialité dont nous profitons tous au quotidien, notamment les pédocriminels. C'est un débat idéologique, un débat émotionnel. On utilise déjà une technologie qui ne s'immisce pas dans votre vie privée. Et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. On ne scanne pas vos messages, on ne regarde pas vos images. Vraiment, on parle là d'un algorithme qui transforme une image en un chiffre. On le compare ensuite à une liste de chiffres, et s'ils correspondent, c'est qu'il s'agit d'une image pédocriminelle, et on la bloque. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours depuis 10 ans. Et aujourd'hui, les gens viennent nous dire que c'est impossible. Comment ça peut être impossible alors que je le fais déjà ? Face à la masse des images pédocriminelles qui circulent sur leur plateforme, les géants de la tech sont plus que réticents à communiquer. Google est le seul à avoir accepté de nous rencontrer. Chez Google, nous tenons à la vie privée de nos utilisateurs. En même temps, la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants est une priorité, pour laquelle nous sommes très investis et engagés. Nous le faisons en créant des outils efficaces pour s'assurer que nous continuons à protéger les enfants des abus sexuels, tout en préservant le droit au respect de la vie privée de nos utilisateurs. Le nombre d'images pédocriminelles que nous trouvons et que nous transmettons au NCMEC chaque année est en constante augmentation. Nous avons déjà suspendu plus de 630 000 comptes d'utilisateurs Google qui détenaient ce type de contenu. Comme vous le voyez, c'est un enjeu de premier ordre pour lequel nous avons mis en place une série de mesures et de procédures renforcées pour identifier et neutraliser n'importe lequel de nos utilisateurs qui possèdent ce genre de contenu monstrueux. Dear Mark Zuckerberg, CEO of Meta. I was 13 when I was groomed online and sexually assaulted in my bedroom. But sharing my story of survival gave me strength. No child should ever have to experience what I went through. And yet today, on your platforms, online child sex abuse is worse than ever. Cette campagne du Home Office britannique a été lancée en septembre 2023. Par la voix d'une survivante, il était demandé à Meta de renoncer à son projet de chiffrer les communications privées sur Messenger et Instagram, comme elles le sont déjà sur WhatsApp. Don't let child sex abusers hide on your platforms.
Take responsibility, Mr. Zuckerberg. Yours sincerely, Rhiannon. Ça m'amuse toujours quand Facebook donne des leçons sur le respect de la vie privée, comme s'ils avaient oublié que l'intégralité de leur business model repose sur l'invasion de notre vie privée. Arrêtons d'être hypocrites. Il faut reconnaître qu'il existe un dilemme autour de la notion de vie privée. Dans la vraie vie, on arrive à composer avec ça. Quand je vais à l'aéroport, je renonce un peu à ma vie privée. On me fouille, on fouille mes bagages. Si je conduis et que la police pense que je suis ivre, ils vont contrôler mon taux d'alcoolémie. C'est une effraction dans ma vie privée, mais ça rend la société plus sûre. Pourquoi ça marcherait différemment dans le monde virtuel? Si vous êtes si inquiet pour votre vie privée, je peux vous suggérer quelque chose? Ne vous baladez plus avec un traceur GPS, une caméra et un microphone dans votre poche 24 heures sur 24. Si vous êtes si inquiet, vous devriez jeter tout ça, non? Parce que c'est l'appareil de surveillance par excellence. Resté sourd à l'appel des survivants, Meta a finalement décidé de chiffrer toutes les communications de ses applications. Au bout d'un an de pourparlers avec Meta, pour leur laisser la possibilité de s'expliquer sur leur politique de sécurité en ligne, le groupe de Mark Zuckerberg a finalement décidé de ne pas donner suite à nos demandes d'interview. À Bruxelles, la commissaire Johansson poursuit son combat en s'appuyant sur une parole indispensable, celle des survivants. When I presented my proposal for an EU law to prevent and fight child sexual abuse, something happened that I didn't see coming. Survivors coming forward, defying shame, defying trauma, defying stigma, saying, let what happened to me happen to no other child. I want you to know, this law is your law. Face aux résistances, la commissaire européenne a obtenu 2 ans supplémentaires pour faire voter son règlement. Les survivants sont la voix de ces millions d'enfants à travers le monde, victimes de viols et de sévices. Aux Philippines, on estime qu'1 enfant sur 100 est victime d'exploitation sexuelle en ligne. So our target for this day is this person. These are the persons that were victim, and one of it is unidentified to be rescued this afternoon. Aux Philippines, on reçoit de nombreuses affaires provenant d'autres pays qui ont identifié un de leurs ressortissants en possession de contenus pédocriminels et consommateur de live streaming. Le commanditaire est interpellé dans son pays, tandis qu'ici, nous essayons de secourir les enfants et d'arrêter le trafiquant. Le live streaming étant commis essentiellement au sein des familles, la prise en charge des enfants victimes pose un défi de taille aux autorités philippines. Car les enfants sont sauvés du trafic, mais aussi séparés de leurs parents en quelques heures. Il faut alors leur trouver une place dans des foyers d'accueil. En ce moment, nous hébergeons 15 enfants, 5 garçons et 10 filles. After that rescue operation and they came here
Ils arrivent ici après l'opération de sauvetage, ce qui est très traumatisant pour eux. C'est la première fois qu'ils sont séparés de leurs parents, mère, grand-mère ou autres adultes de confiance. Donc ça, c'est vraiment le premier traumatisme. En général, ils ne nous voient pas comme un soutien. Ils pensent que nous sommes leurs ennemis et ils ont très peur d'être envoyés en prison. Un grand nombre d'enfants exploités viennent des bidonvilles. C'est d'ailleurs la pauvreté qui est mise en avant par les familles pour justifier le trafic. Bien que la pauvreté soit l'une des causes de ce crime, ce n'est pas le principal moteur. Les trafiquants locaux qui exploitent et abusent ces enfants, bien souvent dans leur maison ou dans leur communauté, sont en fait surtout motivés par l'argent facile en vendant des vidéos ou des viols d'enfants en live streaming à des prédateurs sexuels partout dans le monde. Les enfants qui ont pu être secourus aux Philippines ont souffert de ces viols en live streaming pendant en moyenne 2 ans. Pour certains, une grande partie de leur enfance s'est déroulée devant des caméras pour des clients occidentaux. Je m'appelle Cassie. J'ai 25 ans. Mes parents sont pauvres, mais ils sont heureux dans une toute petite maison. Tout a commencé quand on a rencontré cet homme. Je ne le connaissais pas, mais il nous a promis une vie meilleure. J'avais 12 ans et je ne savais pas qu'en contrepartie de subvenir à mes besoins, il me vendrait à des hommes. Donc j'étais là, à faire des choses inexplicables devant la caméra. Je voyais les visages de ces hommes d'autres pays qui regardaient mon corps nu de 12 ans. Et ça a duré presque 5 ans, car je n'avais pas le courage de le dire à quelqu'un. J'avais peur. Et je n'étais pas la seule enfant dans cette maison. Nous étions 6, et la plus jeune avait 1 an. À chaque survivant, sa résilience. Pour Cassie, c'est la danse qui lui a permis de se reconstruire. Mais tous les survivants d'exploitation sexuelle sur Internet doivent vivre avec un traumatisme additionnel. Celui de savoir que les images de leur viol continuent de circuler sans aucun contrôle. Nous connaissons très bien le syndrome de stress post-traumatique classique. Mais quand on parle d'enfants qui ont été victimes d'exploitation sexuelle en ligne, un autre facteur entre en jeu, et c'est la paranoïa rationnelle. La paranoïa rationnelle ne vous permet pas de dire « Oh, c'est bon, tu vas passer à autre chose ». On ne peut jamais passer à autre chose. L'enquête sur les survivants, conduite par le Centre canadien de protection de l'enfance, montre que 70% des sondés sont constamment inquiets que quelqu'un voit des images d'eux et 30% d'entre eux ont déjà été reconnus par quelqu'un sur des images d'abus circulant sur Internet. L'un des enjeux de leur survie, traquer les images de leur viol et les faire retirer. En 2021, Free était pointé du doigt par le Centre canadien de protection de l'enfance. Le fournisseur Internet français hébergeait à lui seul 48% des fichiers pédocriminels analysés par l'ONG. En fait, ce fournisseur offrait la possibilité aux utilisateurs de télécharger anonymement du contenu et de le rendre disponible à d'autres.
Ils ont créé un environnement très fertile pour les prédateurs sexuels. Ce fournisseur était parfaitement au courant de ce type de contenu, car des notifications lui avaient été envoyées depuis longtemps, et il a préféré ne rien faire. Les nombreuses demandes de retrait du matériel sont restées lettres mortes, jusqu'à ce que le magazine américain Forbes ne consacre un article entier au sujet. Free a fait ce qu'il aurait dû faire en 24 heures. Juste parce que leur nom était cité dans un article. Juste pour pouvoir continuer, je ne sais pas quoi, gagner leurs millions sur le dos des enfants. Là, on fait ce qu'il aurait pu être fait toutes ces années. Ça a été fait en 24 heures. Dans un droit de réponse que nous avons sollicité, l'opérateur Free affirme avoir changé son protocole de stockage, compliquant l'usage par les pédocriminels. Désireux d'aller plus loin dans la lutte contre la pédopornographie en ligne, nous avons supprimé à l'été 2021 la plateforme FreeDL. Le système n'est pas permissif. Un bouton de signalement est visible sur chaque transfert et dès réception d'un signalement, le contenu est immédiatement bloqué. Au Canada, Lloyd Richardson confirme une diminution drastique des notifications envoyées à l'opérateur français. Bien que ce ne soit certainement pas une configuration parfaite, ces facteurs rendent le nouveau service beaucoup moins pratique pour les prédateurs. Nous ne voyons donc plus l'abus généralisé qui avait cours à l'époque où l'article de Forbes est sorti. Le cas Free montre bien que les entreprises de la tech ont le pouvoir et les moyens de supprimer le contenu pédocriminel qui circule sur leur plateforme quand il leur est signalé. Jour après jour, dans les recoins les plus sombres du web, des gens diffusent, sous couvert d'anonymat, des images d'abus pédosexuels dans le monde entier. Toutes les victimes de cette diffusion sont forcées de revivre leur abus encore et encore. Pour combattre le feu par le feu, le Centre canadien de protection de l'enfance a créé Projet Arachnid, une armée de robots qui parcourent Internet pour trouver et retirer les images d'abus pédosexuels. Pour repérer ces images, Arachnid se sert à la fois de la technologie PhotoDNA de Microsoft et d'empreintes numériques obtenues auprès d'institutions comme la GRC et Interpol. Même si une image a été recadrée, reformatée ou modifiée d'une quelconque façon, les robots d'Arachnid la trouveront et agiront pour la faire retirer. Arachnid est une avancée majeure qui aidera les victimes d'abus pédosexuels à retrouver une vie normale. En 7 ans d'existence, Arachnid a traité 163 milliards d'images suspectes, retenu 70 millions d'images pour analyse humaine et envoyé 38 millions de demandes de suppression aux fournisseurs Internet et autres plateformes, que ces derniers prennent en compte ou non, selon leur bon vouloir. À côté de ce combat contre les images, la question de la sanction judiciaire des pédocriminels est cruciale. Il faut pouvoir poursuivre et condamner ceux qui violent, filment, téléchargent ou commandent des abus sexuels sur des enfants. On est dans un domaine où il y a tellement de faces cachées, il y a tellement d'opportunités qu'on n'arrivera pas au risque zéro. L'essentiel, c'est qu'on protège le maximum d'enfants, c'est qu'on envoie devant des cours et les tribunaux le maximum de prédateurs, qu'on délivre le maximum de messages et que notre fermeté dissuade les aspirants prédateurs. Dans l'affaire de l'homme de 31 ans, interpellé par l'Office mineur de Nanterre, les enquêteurs ont réuni un maximum d'éléments pendant les 4 jours de garde à vue. Ils transmettent le dossier au substitut du procureur qui supervise l'enquête et qui va saisir un juge d'instruction. On a pu établir par les exploitations techniques, mais c'est corroboré par ses déclarations finales dans les dernières auditions, qu'il avait commandé et qu'il avait obtenu des lives et des vidéos en direct d'abus sexuels qui dataient de dimanche et qu'il en avait bien prépayé une de ces vidéos en direct sur laquelle il avait demandé à ce qu'un garçonnet de moins de 10 ans se fasse pratiquer une fellation par une autre fillette du même âge. Ok, bon, on va partir comme d'habitude avec la traite des êtres humains et les complicités, viols et agressions sexuelles.
Par instigation, il le reconnaît, on a les paiements, on a les premiers éléments en vidéo de show qui ont lieu, et puis ça va rouler, quoi. Puis je vous tiendrai informé de son départ ou non en détention. Mais bon, vu l'ampleur du dossier, vu sa personnalité, il y a quand même de la place pour qu'il parte en détention. Depuis le 1er août 2020, les commanditaires de viol en live streaming ne sont plus jugés pour un délit au tribunal correctionnel. Ils sont poursuivis pour un crime devant une cour criminelle et encourent une peine de 20 ans de prison. On est sur un live streaming où on se rend compte que c'est de l'exploitation sexuelle de mineurs, industrielle, à grande échelle, où on a de la criminalité organisée qui va tourner autour du viol et de l'agression sexuelle quotidienne de ces enfants. Ça n'a rien à voir avec l'acquisition d'images pédopornographiques. Et ça, on doit en tenir compte. Donc le choix qui est fait juridiquement, c'est de partir sur la traite des êtres humains et de partir sur la complicité de viol. Pourquoi ? Le droit français, il est très clair. On peut être complice par instigation. L'instigation, qu'est-ce que c'est ? C'est je demande à quelqu'un de commettre un crime. À notre sens, on est parfaitement dans ce cas-là, puisque je vais demander un viol, je vais négocier les pratiques sexuelles, je vais négocier le prix et obtenir ce viol. À ce jour, une vingtaine de dossiers sont en cours d'instruction au parquet de Paris. Aux Philippines, les trafiquants d'enfants encourent la prison à perpétuité. Quant aux commanditaires étrangers arrêtés dans ce pays, ils sont jugés selon la loi philippine. En mai 2020, l'Américain David Timothy Deakin a été condamné à la prison à vie. L'Australien Peter Scully, qui séquestrait, violait et torturait les enfants jusqu'à la mort, purge une peine de 129 ans de prison. Mais quand ils sont jugés dans leur pays d'origine, la sanction est extrêmement variable. Très peu de commanditaires doivent rendre des comptes. Ce que je veux dire par là, être arrêté, poursuivi et condamné avec une sentence appropriée. De nombreux pays vont condamner les hommes qui paient, dirigent et consomment ces abus en direct à de très faibles peines. 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Et souvent, ils ne doivent verser aucune compensation financière aux survivants. On doit en finir avec l'impunité des commanditaires et les rendre comptables de leurs actes. L'ONG internationale Justice Mission fait campagne partout dans le monde, et particulièrement en Allemagne, où les commanditaires de viol en live streaming écopent de sanctions très légères, 3 ans de prison tout au plus. Je suis une survivante d'exploitation sexuelle. Je pense avant tout que nous devons changer notre manière de penser la justice. Les pays doivent faire de la réparation des survivants une priorité, en dédommageant les victimes. Dans cette lutte contre la pédocriminalité sur Internet, les entreprises de la tech détiennent le pouvoir de rendre leurs produits et nouvelles technologies plus sûrs. Dans le métaverse et son monde virtuel fait d'avatars, les enfants sont là encore victimes de grooming. Mais cette technologie est déjà dépassée par l'intelligence artificielle qui génère de nouvelles inquiétudes. On a constaté l'émergence de nouveaux contenus hyper réalistes représentant de très graves abus sexuels sur des mineurs. Des images de vrais enfants mixées à des images à caractère sexuel. Tout ça se passe maintenant et les garde-fous n'existent pas parce que personne n'a pensé que ça pourrait être un problème. Ce que les entreprises doivent commencer à faire, c'est penser à la sécurité avant de sortir leurs produits. Avant qu'ils ne circulent sur le net, qu'ils ne soient distribués partout et qu'ils ne commencent à faire du mal. Il y a des éditeurs qui me permettent de créer en masse du contenu pédocriminel. Exemple, je veux avoir une collection de 10 images d'une fille qui aurait 2 ans, qui serait habillée en tenue SM, en cuir chêne,
les gens m'écartaient avec du sperme partout. Merci de me faire 10 images. Le logiciel les fait. Et les gens les prennent et les mettent sur les réseaux sociaux. Ce sont des centaines d'images qui, tous les jours, finissent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que quelqu'un peut admettre ça? Eh bien, c'est fait. En 2023, sur la planète, c'est fait. Et tout le monde s'en fout. Je crois fondamentalement dans le pouvoir de la technologie pour changer de façon puissante et phénoménale les individus, les sociétés et le monde. Mais ce n'est pas l'Internet pour lequel j'ai signé. Ce n'est pas l'Internet d'il y a 25 ans supposé démocratiser l'accès à la connaissance, rendre le monde plus compréhensible. C'est tout l'inverse qui est arrivé. Je pensais que la seule chose qui ferait l'unanimité, c'est la protection des enfants. Mais ça fait des années qu'on se bat avec l'industrie de la tech pour qu'elle fasse le strict minimum. Si on ne peut pas s'entendre sur ça, alors on est très mal parti pour tout le reste. Vraiment, c'est le seul sujet qui devrait mettre tout le monde d'accord. Et voilà où on en est.